Bonjour à tous, c'est le retour de Épine Blanche. Je viens aujourd'hui vers vous pour vous parler de la troisième peur, une des peurs qui m'habite, qui est celle de voir notre créativité en berne. La créativité, qu'est-elle devenue? Alors, pour tenter d'y répondre, apporter quelques pistes de solutions à tout ça, je voulais vous parler du livre qui m'a passionnée, qui est un ouvrage écrit par Rob Hopkins. Rob Hopkins, c'est un militant écologiste qui est le fondateur du mouvement des villes en transition et qui a donné un cycle de conférences il y a quelque chose comme 2 ans et il s'était arrêté à Yverdon, donc là où j'habitais. Je l'ai trouvé particulièrement inspirant. Du coup, je vais faire comme lui, je vais reprendre l'exercice qu'il nous avait proposé de faire au début de sa conférence, qui était de vous proposer de trouver 10 fonctions qu'on pourrait donner à une chaussure. Alors imaginez une basket standard et puis je vous demande d'essayer dans votre tête de trouver 10 fonctions différentes à cette chaussure. Pour ceux qui restent connectés, je vous donnerai quelques pistes de réponse à la fin de cette vidéo. Voilà. Alors, à partir de ce constat, je voulais revenir à la préface de Cyril Dion dans cet ouvrage qui nous dit que le grand plus de Rob Hopkins, c'est de nous inviter à stimuler nos ressources créatrices plutôt que notre angoisse. Et c'est vrai que là, il y a un enjeu parce qu'on vit des crises écologiques majeures, des mouvements sociaux compliqués aussi à l'international. Et voilà, il nous dit que cet ouvrage, ce fameux « et si », nous invite à nous positionner en nous disant « mais que voulons-nous si on devait imaginer le futur, qu'est-ce qu'on ferait ?» Ce que je trouve très intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'on va partir à la découverte d'un certain nombre de travaux de recherche, notamment un article qui a été écrit par une chercheuse, alors je vais certainement écorcher son nom, Kyung-Hee Kim, qui a analysé 250 000 participants entre les années 60 et puis aujourd'hui, enfin des jeunes enfants qui étaient en classe enfantine jusqu'aux adultes. Et puis, elle a fait passer des tests et ce que va révéler cette étude, qui est vraiment faite sur une large cohorte et sur une durée relativement conséquente, c'est que le QI des individus a augmenté au cours du temps, mais que par contre, la créativité s'est écroulée. En fait, il y a vraiment un virage. Donc au départ, on a vraiment les deux courbes qui se suivent, qui grimpent en parallèle. Dans les années 1998, on voit que les deux courbes se séparent, donc le QI commence à monter et puis on a une stagnation de la créativité. Au final, dans les années 98, cette courbe liée à la créativité des individus va commencer à plonger. L'auteur de cette recherche va le mettre en lien avec la diminution du temps de jeu et puis l'arrivée massive des écrans, du numérique dans nos vies, qui va nous couper vis-à-vis d'un jeu libre ou spontané. Et c'est quelque chose qui est passionnant, c'est que dans les neurosciences, le jeu a été vraiment considéré, ça a été démontré comme fondamental pour le développement d'activités cérébrales. Si vous regardez l'enfance que vous avez eue et celle qu'ont vos enfants, moi je trouve en tout cas flagrant comment le jeu a évolué. Moi petite, j'étais beaucoup dehors, je faisais des cabanes, j'imaginais beaucoup de choses. Et effectivement, ce jeu peu structuré a pas complètement disparu, heureusement bien sûr, mais a été beaucoup remplacé par des propositions de jeux tout faits qu'on va servir au jeune public via le numérique notamment, mais pas que. Une question qu'on peut se poser aussi, c'est si on a encore des espaces de jeux libres, sans contraintes, sans règles pour les adultes. On voit qu'il y a un espace qui est encore où il est pratiqué et même valorisé, c'est l'improvisation théâtrale. Puisque là, on va vraiment être dans une co-création collective où chacun va amener un bout de l'histoire juste pour le plaisir de raconter quelque chose et de se laisser transporter. Je trouve intéressant de se dire qu'on a peu d'occasions de le pratiquer et que finalement, on devrait beaucoup plus être formé à l'improvisation théâtrale pour stimuler cette part de nous qui a la capacité à projeter, à imaginer du neuf. Oui, et puis dans cet ouvrage, il y a évidemment, il est quand même militant écologique, donc on va retrouver des références à la politique.
et notamment un questionnement sur le fait de se dire est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer davantage le jeu dans le processus politique. Ça veut dire que l'imagination pourrait devenir un moteur des politiques publiques en proposant aux citoyens de se rassembler et puis d'imaginer de quoi demain doit être fait. On est dans une société qui pose beaucoup de réglementations, de mesures qui ne sont pas de nature à favoriser l'imagination et qui, au contraire, ont plutôt tendance à rendre les gens malades. On voit l'augmentation du stress, des traumatismes, des angoisses, même dans les populations les plus jeunes. En cela, je vous mettrai une ressource que j'ai trouvée tout à fait intéressante, qui est une recherche qui a été menée par un doctorant en lettres qui se nomme, je vais juste vous retrouver son nom, Rod Twibby. Donc, il a publié cet article en 2017 et c'était une étude qui tentait de faire le lien entre la psychologie et la politique, comment le contexte psychologique peut avoir une influence sur la psychologie des gens. En l'occurrence, il concluait que le capitalisme était propice au développement des maladies mentales. Effectivement, on trouve aussi une ode à l'ennui dans cet ouvrage. L'ennui est fécond, vous le savez certainement. Finalement, moi je sais que petite, j'avais des moments où j'avais pas spécialement de choses à faire et c'est beaucoup là que je me racontais des histoires, que je créais, que je dessinais, que je faisais des choses. Et puis, je dirais aussi que la joie est propice à l'imaginaire, puisque quand on se projette dans un monde où on a l'impression qu'on peut agir, on a ce bonheur de se projeter et puis d'imaginer les lendemains. Je voulais encore vous parler des journées de l'immersif qui sont organisées. Ça sera au Matmut Stadium le 7 et 8 avril. Et c'est vraiment une fêtière des acteurs de l'immersif francophones qui se réunissent autour de la thématique de sens et d'essence, donc le sens qu'on peut donner aux choses, et puis les sens, le goût, le toucher, l'odorat, etc. Puis moi j'ai la chance le mardi d'animer un atelier de co-création avec 2 super collègues au top et on a imaginé un storytelling qui, je trouve, fait beaucoup écho à ce dont je vous parle aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va se placer comme des autorités d'une ville imaginaire qu'on a appelée Mouronville, une ville de 60 000 habitants qui a subi une désindustrialisation forte. Elle était très active dans l'industrie du textile. On a eu en périphérie de la ville l'arrivée de nouvelles start-up, mais qui étaient plutôt orientées dans le domaine du tertiaire et des services et du web. Donc elle a attiré une nouvelle population, mais qui partage très peu avec la population ouvrière d'origine, et puis un centre-ville historique qui regorge de petits commerçants et d'artisans, mais qui se vide, qui n'est plus fréquenté puisqu'on a des grands centres commerciaux en périphérie. On a de plus en plus une fracture sociale entre des citoyens qui s'éloignent, un bonheur intérieur brut qui est le plus bas de France, et une vraie envie des autorités de changer tout ça. En tant que représentant, donc fictif de ces autorités, on sera présent aux journées de l'immersif pour organiser des ateliers de co-création. Et dans ces ateliers, on va choisir 10 thématiques précises qui vont toucher l'éducation, comment on peut réinventer la manière de transmettre des connaissances, le rapport à la fin de vie aussi dans les AMS. On va s'intéresser à cette désindustrialisation et la manière dont le récit du passé peut pleinement nourrir le futur. On va essayer de recréer des connexions avec les gens en proposant de peut-être donner au transport en commun une autre vocation que celle simplement de nous déplacer d'un point A à un point B. Enfin voilà, on a des pistes et puis on va vous inviter à co-créer. Et pour le coup, on va être en plein dans la créativité. On va pouvoir se lâcher, on va pouvoir imaginer la ville de demain et l'idée c'est de remettre de l'enthousiasme, du bonheur à Mouronville, qui est cette ville qui a vraiment perdu de sa superbe et qui a sombré dans la morosité. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-nous, je vous ferai un petit retour. Ensuite, il y aura un cahier blanc aussi qui sera rédigé. Donc, il y aura un compte rendu sur ce qui sortira de ces ateliers de co-création. Je vous le partagerai si vous me suivez sur les réseaux avec grand plaisir. Et puis, moi, je sais que c'est quelque chose qui va m'emplir d'enthousiasme et je suis très, très impatiente d'y être. Il y a un peu ce côté, plus on est de fou à y croire et à penser que demain peut être
plus créatif, plus bienveillant, plus harmonieux aussi dans notre rapport à la nature et aux autres. C'est voilà, c'est encourageant et puis ça permet de répondre à l'anxiété ambiante. Alors, je vous avais promis de répondre aux 10 fonctions possibles pour une chaussure. Alors, moi, j'en ai listé une série. Évidemment, permettre de faciliter la marcher. Une chaussure, ça peut très bien être un contenant. Donc, j'ai pensé à une fonction d'arrosoir. On peut très bien y mettre de l'eau dedans. Par extension, ça peut devenir un pot pour les fleurs, typiquement, si on le remplit de terre et qu'on sème quelques graines. Ça peut devenir une trousse de rangement pour des crayons, par exemple. Admettons qu'on choisisse une chaussure avec une pointure peut-être un peu plus conséquente. Pensez aussi qu'une chaussure peut être une œuvre d'art, non? C'est une œuvre issue du design industriel, certes, mais ça peut être une œuvre d'art. La chaussure un peu solide peut être utilisée comme un marteau pour enfoncer un clou, particulièrement. Ah oui, j'ai noté, elle pourrait être utilisée en tant que mobile. Alors là, je verrais plusieurs chaussures, notamment des chaussures avec des lacets qu'on pourrait suspendre les unes aux autres et puis en faire une sorte de mobile pour égayer une pièce. Dans l'idée toujours du contenant, on peut boire avec une chaussure, il suffirait un peu de plastifier l'intérieur. Un nichoir dans lequel mettre des graines pour les petits oiseaux et à suspendre dans un arbre. Et puis, après, j'ai pensé à la semelle. Vous savez, il y a plein de motifs sous les semelles et c'est quelque chose qui peut être tout à fait utilisé sous forme de tampon pour la peinture, quelque part. Ces motifs peuvent être appliqués dans la peinture et puis ensuite projetés sur un support. On pourrait s'imaginer repeindre une pièce avec les motifs d'une semelle de chaussure. Voilà, je crois que je vous en ai dit 10. Il y en a certainement plein d'autres. Donc, pour vous dire que du moment qu'on se projette et qu'on pense un peu out of the box, il y a plein de choses qui émergent. N'hésitez pas, allez-y, imaginez. Je pense que c'est le rempart aux blocages sociaux qu'on a aujourd'hui et que ça peut être un vrai plaisir que d'imaginer un futur différent et d'autant plus si on arrive à le faire ensemble. Voilà, je vous souhaite une toute belle journée et puis à tout bientôt.